Bien, bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents pour cette dernière demi-journée du colloque pour laquelle nous allons nous intéresser aux temporalités naturelles. Et puis pour commencer, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Duperex. Mathieu Duperex qui est philosophe, cofondateur et directeur artistique du collectif urbain Trop Urbain. Alors Mathieu Duperex enseigne en design et théorie des arts à l'université de Toulouse Jean Jaurès. Il soutiendra dans 2 semaines une thèse sur les parcours esthétiques et anthropocènes. Il est notamment co-auteur de Micro-Mégapolis, Urbain Trop Urbain, et d'un ouvrage qui s'intitule Voyage en sol incertain, enquête dans les deltas du Mississippi et du Rhône, qui paraîtra en 2019 chez Lamarelle et Wild Project. Wild Project, ouais. Ouais, c'est français, mais ça... bon, le son est très fort. Je vous remercie. J'ai fait une fausse manip dans mes disques durs et j'ai pris le mauvais disque dur. C'est des choses qui arrivent. Et du coup, par contre, j'avais pris les livres pour les faire circuler dans la salle, parce que j'imaginais une salle et pas un amphi. Mais ça tombe plutôt bien, donc du coup, je vais quand même pouvoir vous présenter des images. Je m'excuse du caractère un petit peu bricolé et on va dire vernaculaire, mais on a un super technicien qui a permis cette chose-là. Donc merci Philippe. Voilà. Donc le paysage fleuve. Oui, je veux vous parler des rivières et des fleuves, principalement ce qu'on appelle depuis Élisée Reclus les fleuves travailleurs, les fleuves qui charrient beaucoup de sédiments. C'est une des thématiques que je traite alors dans ma thèse, que je soutiens effectivement dans 2 semaines, Arcadie et Altéré. Et notamment, il y a une grosse partie sur une philosophie de l'environnement, qui est une philosophie du sédiment et donc des fleuves. Là, vous avez une image du Lorrain, avec un paysage fleuve, et puis une image du Mississippi vue à Bâton Rouge, photo que j'ai prise en 2015. Donc ces fleuves travailleurs, ils m'intéressent parce que ils sont responsables, ces principaux opérateurs de la dynamique de surface, de la morphologie de surface des sols par ce transfert de sédiments. Et 87% des surfaces terrestres sont connectées aux océans par les rivières. Et l'un des effets de l'anthropisation des cours d'eau, effet majeur, est justement de faire varier ces charges sédimentaires et de transformer les rivières, par exemple, comme on peut le dire du Missouri aux États-Unis, en environnement cyborg. Un des archéologues à suivre aujourd'hui, si on s'intéresse aux questions d'anthropocène, le principal à suivre s'appelle Edgeworth. Matt Edgeworth, et il a écrit notamment Fluid Past, le passé fluide. Il s'intéresse à l'archéologie des rivières notamment, et il montre très bien comment le fleuve n'a jamais été, en fait, dans les civilisations humaines, une entité totalement naturelle, et qu'en même temps, bien qu'il se soit tout le temps adapté à des projets humains, et qu'il n'a jamais été tout à fait domestiqué, tout à fait apprivoisé. Donc il est dans un entre-deux. Donc la rivière est un artefact, mais c'est un artefact perturbant. C'est pas un artefact qu'on maîtrise tout à fait. La rivière conserve une certaine wilderness, un certain état sauvage et surtout un régime d'action, une agency. Dans l'entrelacement dont nous héritons des forces naturelles et culturelles. Et dans cet entrelacement, j'aimerais juste poser quelques lignes sur le riverscape, le paysage fleuve. Qu'est-ce que le riverscape ? Donc je l'ai dit, les rivières sont... L'historien de l'environnement Richard White parlait de machines organiques, j'ai parlé d'artefacts, on parle même des fois d'hyperobjets en prenant le terme de Timothy Morton. Donc les fleuves travailleurs collectent dans leur bassin de drainage, collectent des sédiments qui ont toujours eu un rôle et une fonction finalement dans les civilisations humaines qui ont bordé les fleuves. Et ces fleuves sont une très bonne concrétion, l'aspect contemporain des fleuves, une très bonne concrétion de cette phrase encore d'Élisée Reclus, selon laquelle l'homme est un milieu pour l'homme. Et l'homme est un milieu pour l'homme, et ce qui le montre bien, ce sont notamment les bassins versants. Un autre auteur assez important, c'est Perkins Marsh,
qui le premier fait des études environnementales par bassin versant. En 1864, il parle de la responsabilité des humains dans la transformation historique de la Terre, et pour démontrer ça, il s'intéresse à un milieu particulier, c'est le bassin versant. Ce que fait aussi, un siècle plus tard, Gary Snyder, que vous connaissez peut-être, et ça vient d'être traduit chez White Project. Donc, j'aimerais juste poser quelques jalons sur cette question de l'anthropisation des fleuves. Pardon. Et, il y a eu le travail, Daniel Méo a fait un article à paraître sur John Davis, ce travail à Clermont-Ferrand sur la Tirtaine, sur une rivière qui a été enterrée. Donc les photos noir et blanc caractérisent la rivière lorsqu'elle est enterrée, et des photos couleur la montrent lorsqu'elle est vive, ou en tout cas en surface, parce que des fois très... et c'est un travail continu sur donc un cours d'eau, et c'est très courant dans le processus d'urbanisation, un cours d'eau entièrement artificialisé, pour des raisons urbanistiques, pour des raisons de pollution et d'industrialisation. Donc il y a ce travail de Davis qui, de façon significative, se termine par une photo en couleur de la rivière enterrée, mais c'est une trappe de visite de cette rivière qui sert à des inspections, voilà, de la chenalisation souterraine de la rivière. Et cette dernière image de la série, je la trouve, elle est paradoxalement en couleur par rapport au travail, au pacte de lecture que fait Davis. Eh bien, ça dit bien une métaphore d'une caméra oscura. Et ce que ça montre, c'est que la souveraineté scopique du paysage ne suffit plus à rassembler en fait toutes les pièces du récit de la rivière. On ne peut pas en fait embrasser d'un seul regard ce qu'est l'agentivité de la rivière, y compris lorsqu'elle est complètement cyborg, comme dans le cas de la Tirtaine à Clermont-Ferrand. Alors ce sentiment mérite qu'on s'y arrête, et je voulais vous proposer en fait une petite réflexion, mais que j'avais soumise presque par boutade dans la réponse à l'appel à projet. J'avais répondu en disant on pourrait emprunter une image tirée de la métaphysique leibnizienne, le discours de métaphysique, où Leibniz fait toute une théorie de l'identité et parle de l'identité dans la variation et de la variation dans l'identité à propos de la métaphysique de la réalité. Et selon moi, l'observatoire photographique avait écrit par la méthode de reconduction systématique, qui pose une unité de lieu sur lequel on reconduit un travail photographique, c'est vraiment la question de la variation dans l'identité. La topographie du paysage fleuve entreprend plutôt, quand les photographes essayent de la saisir, entreprend plutôt de caractériser une identité dans la variation. Et au regard de la question de l'écoulement du temps qui nous est posée, dans le premier cas, l'unité de lieu prévaut, évidemment, la situation, le belvédère sur le paysage, voilà, toutes ces considérations. Dans le second cas, c'est plutôt une sorte d'unité d'action, puisque c'est l'agentivité de la rivière qui va intéresser le photographe. Je voulais vous le montrer, vous connaissez sans doute Peter Goyne, qui est surtout connu pour ses photographies Nuclear Landscapes des années 90, qui avait aussi, il s'intéresse depuis très longtemps à l'anthropisation, puisqu'il avait fait un livre intitulé Human Nature, il avait fait le néologisme nature humaine, Human Nature, et là c'est un travail consacré à la Colorado River, en Arizona, avec un barrage, un réservoir qui a été créé dans les années 60. Et il se trouve que depuis, notamment les années 2000, le niveau ne cesse de baisser. Et bénéficiant d'une relative proximité kilométrique, pendant 20 ans, Peter Goyne a finalement suivi l'évolution de ce réservoir qui, lorsqu'il était plein, faisait 360 km de long, et qui à présent est assez
est assez vidé, laissant cette trace caractéristique de marque de la baignoire, en fait, que les autochtones parlent de marque sur la baignoire, c'est-à-dire que la roche montre les différents niveaux où était retenue finalement l'eau, et le lac est comme une mémoire qui s'efface et qui, très étrangement, redonne vie à l'ancienne Colorado River, qui par contre avait sculpté ce relief avec des millions d'années, avait sculpté ce fameux relief de Colorado, extrêmement rouge, voilà, des canyons. Voilà, Glen Canyon, ça c'est des millions d'années, et finalement l'état de la rivière est presque un état rendu à une originalité par rapport à ce qui s'est passé dans les années 1960. Pourtant, elle est perçue comme un paysage de chagrin, un paysage de chagrin, landscape of grief, dit Peter Goyne. Dans son travail, et les différents panoramiques que le photographe réalise soulignent de façon assez impitoyable cette grande trace blanche, et au point que le photographe dit qu'il pratique une limnologie. La limnologie, c'est une enquête sur les niveaux d'eau continentaux, et notamment les eaux stagnantes, les lacs. Et donc il y a tout un ensemble de procédures de relevé de ces niveaux d'eau, et c'est ce que se propose de faire Peter Goyne dans ce travail. Je me rends compte que je ne tourne pas assez les pages pour vous montrer. Donc il pratique cette limnologie, et encore une fois, il y a une ambiguïté de la situation, c'est que l'on pleure d'un côté une disparition, la disparition de ce réservoir. Il y a des marinas abandonnés, il y a des trucs complètement sinistres dans ces effets de disparition d'eau. Et de l'autre côté, il y a une grosse ambiguïté, parce que finalement, cette disparition signe une disparition à venir qui est celle de Phoenix, Arizona, avec ses gated communities et ses très beaux jardins. Et finalement, le réservoir, il servait à ça. Le réservoir d'eau, il servait en fait à nourrir ces gated communities, ces magnifiques jardins en plein milieu du désert de l'Arizona. Donc il y a cette double perspective où une rivière retrouve son canyon issu de millions d'années de travail d'érosion, et puis en même temps une sorte de rappel fantomatique et une sorte de drame criant, de drame du paysage qui va se répercuter sur les habitats humains. Il y a un travail vraiment antithétique à celui-ci qui est fait par une photographe c'est une célèbre inconnue, comme je dis, c'est Suzanne Hetzel, qui fait un travail sur la Camargue. Elle fait un travail sur le delta de Camargue avec une forme d'attention au territoire qui ne joue pas sur les registres dramatiques et sublimes, bien au contraire, et qui ne vient pas invoquer directement la question du paysage, et elle présente ça dans une maquette réalisée par le graphiste Perrotin. C'est une sorte de livre d'heures, de livre de récits du cycle des saisons dans le delta du Rhône, mais aussi au Sainte-Marie-la-Mer, du côté d'Arles. Et c'est un récit en fait de l'invention de la Camargue comme paysage, mais le paysage n'est que très rarement, comme par exemple ici, mais il est très, très rarement abordé de façon extrêmement frontale. Il y a beaucoup d'intimité et beaucoup en fait de récits, de parcours qui sont plutôt assumés par le texte, avec des collectes d'objets aussi. Et ce que fait Suzanne Hetzel, elle décrit les activités du delta comme autant de rituels. Elle prélève des objets, des coquillages, des peignes brisés, des ailes de libellule, qu'elle range, qu'elle assemble avec ses photos dans les expositions, comme des reliques, des souvenirs entomologiques qui disent les saisons du delta, les changements d'atmosphère, de couleurs, et de ce point de vue, le travail avec le graphiste est très intéressant sur les couleurs, les terres, les couleurs des ciels, selon les saisons.
Sur le delta du Rhône, on connaît davantage le travail de François de la Derrière. Et la première image du livre Delta de François de la Derrière, c'est ce fameux lion qu'on retrouve à Arles, dominant majestueusement les deux lions qui dominent le Rhône au niveau du passage du Grand Rhône à Arles. Et ici, il est dans la plaine de Crau, au milieu d'une friche. Et François de la Derrière, bien comme on le sait, il photographie des friches industrielles, des espaces sans grande qualité, des espaces, des détritus, des espaces abandonnés, des bétons ornementaux qui sont en attente d'insertion dans un pavillon, des décharges sauvages. Et ce fameux lion qui est le gardien un petit peu improbable en fait de la plaine de la Crau. Et ce qui se passe dans Delta, c'est qu'en fait, on a de façon sous-jacente les fantômes de ce fleuve, puisque le petit et grand Rhône n'ont cessé d'osciller pendant de façon assez récente, puisque les deltas sont jeunes, durant quelques centaines d'années. Il y a eu 7 ou 8 variations de cours d'eau, et c'est dans ces variations de cours d'eau, dans ces fantômes du fleuve, que s'installe François de la Derrière, donc dans une topographie qui est une topographie récemment léguée soit par le cône de déjection de la Durance, soit par les variations en fait du fleuve Rhône avant que le cours soit lui aussi endigué et artificialisé. Donc il y a un très bon entretien et puis aussi un article dans la revue Focale consacré à ce travail par Pauline Jurado, je crois. Pour formuler les enjeux de connaissance et de construction esthétique du Riverscape, je voulais surtout vous parler, je ne sais pas si je déborde, mais du Mississippi et du Rhône, avec deux travaux, là aussi, qui sont très différents. Le travail de Richard Misra, Petrochemical America, sur le Mississippi, en partenariat avec Kate Orff, dont je vais pas mal parler, et puis, bien sûr, le travail de Bertrand Stofflet, Rodani. Deux ouvrages qui n'ont rien à voir, qui ne partagent quasiment rien en termes d'esthétique. Misra, c'est un grand paysagiste américain. Que fait Misra, visiblement, c'est assez artificiel puisqu'il ne suit que les 360 derniers kilomètres du Mississippi sur un fleuve qui en fait 3700. Tandis que Bertrand Stofflet, lui, prend le pari des 812 kilomètres du Rhône. Donc il fait l'intégralité du Rhône, de sa naissance au glacier du Rhône jusqu'à son embouchure en Camargue. Donc ce sont des unités très différentes. Ce que fait Misra, c'est Petrochemical America, c'est la description de ce qu'on appelle aussi cancer allé, c'est-à-dire ces fameux 200 miles où l'industrie chimique est présente, est extrêmement présente à raison d'environ 200 industries chimiques. Et l'enquête de Misra, c'est une enquête en fait sur l'altération géologique du Capitalocène, on peut dire ça comme ça, l'Anthropocène comme Capitalocène, avec notamment des effets nécropolitiques extrêmement forts, c'est-à-dire d'injustice environnementale, des effets sanitaires, des effets écologiques. Et ce qui est très étonnant, c'est que le Mississippi, on le voit très peu. La présence objective du Mississippi est très diffuse. Là, il faut vraiment connaître River Road pour savoir en fait que le Mississippi est derrière et que là, vous avez vraiment la digue, la levée qui roule tout le long du Mississippi, qui est posée par les ingénieurs de l'armée. Et quasiment toutes les images de Misra pourraient être intitulées « Near the River », Almost at the Mississippi River, et ça c'est les titres qu'on a, vous savez peut-être, chez William Eggleston dans sa pratique de photographie démocratique. Et il y a souvent Near the River ou Almost at the Mississippi River, et c'est ce qui se passe, parce que là c'est un lac, c'est un bayou, c'est ce qui se passe là aussi, c'est un bayou, c'est pas vraiment le Mississippi, et là on est juste à côté
On est juste à côté du Mississippi avec les fameux pipelines qui partent partout. Donc les photographies de MISRA, elles sont réalisées pour l'essentiel en fin des années 90. Et il rajoute, juste au moment de la catastrophe de Deepwater Horizon, il rajoute une sorte de post-scriptum qui est constitué de 5 photographies. Mais la grande particularité, je voulais aussi vous en parler, ça c'est une photographie de 2010, et on devine à peine dans le ciel un petit hélicoptère qui va en fait sur les plateformes offshore. La grande particularité de ce livre, c'est son atlas, qui est composé par la landscape architecte Kate Orff, qui est une femme assez extraordinaire, qui a une agence qui s'appelle Scape, qui est à la fois à New York et à la Nouvelle-Orléans. Et donc Kate Orff, elle va faire tout un travail qui n'est pas un travail de traduction, mais qui est un travail d'amplification écologique des photographies, au travers d'un atlas écologique, des photographies de MISRA. Et qui va reprendre toute la question, toute l'histoire. On a déjà 20 minutes. Je sais pas, qui va reprendre toute l'histoire et qui va déballer au travers d'une sorte de fil rouge, qui va déballer en fait, qui va déballer en fait les planches photographiques de MISRA et avec des données d'écologie qui sont tout à fait extraordinaires. Et il y a notamment la question du déplacement, dont je voulais juste un petit peu faire un zoom là-dessus. Vous voyez, elle chaîne en fait des planches photographiques de MISRA, et là elle pose la question que posait MISRA, la question du déplacement des populations au travers d'une planche qui était la planche 32. Voilà, j'y viens. Cette planche-là, en fait, vous avez des traces d'anciennes installations, et c'est un ancien village noir qui a été finalement expulsé par la progression d'une industrie pétrochimique. C'est des choses qui sont beaucoup passées le long du Mississippi, et donc elle retrace cette histoire, et par exemple elle refait toute la mémoire des déplacements de villages dus à l'installation des industries pétrochimiques. Et elle réinsère encore une fois le travail de MISRA dans son graphisme et dans ses datas, et notamment cette planche qui est la planche 32, je vais retrouver, qui est Rosary Cemetery à Taft, le long du Mississippi. Donc moi, je suis retourné sur les prises de vue de MISRA, et notamment ici. Ce qui s'est passé ici, c'est que le Dow Chemical, autour, a entièrement entouré le cimetière. Donc il reste l'enclave du cimetière, et vous avez vraiment, le long du Mississippi, c'est juste à côté, vous avez l'église qui a été déplacée d'une dizaine de kilomètres, le village qui a été déplacé, mais il reste le cimetière qui est en fait entouré d'usines, de flamèches, de raffineries. Et la Kate Orff, dans son atlas, montre en fait toute l'histoire, tous les fantômes qui sont en fait contenus, qui sont inclus dans la narration photographique de MISRA. Mais elle en déploie en fait tout le fil et tout le potentiel pour décrire ce qu'est ce fleuve, ce riverscape artificialisé. Je vais plutôt passer maintenant à... Ce qui se passe, c'est que la durée ici du riverscape, ça ne permet pas finalement d'arbitrer un jeu des différences. Vous voyez, comme dans une reconduction sur un site, la question n'est pas de refaire le jeu des 7 différences entre un avant et un après, entre une nature et puis une artificialisation. Le travail, c'est un travail qui montre la contamination, c'est un travail cumulatif qui montre que, un petit peu comme un contaminant chimique, finalement, devient biodisponible dans une terre. Et dans le travail de MISRA, effectivement, le politique n'est pas loin, puisqu'il y a aussi la question de la représentation que les gens de Louisiane se font finalement de l'identité, de leur identité territoriale. Et comment c'est
Ils ont énormément versé dans le Tea Party et dans le vote pour Trump, alors que ce sont les premières victimes d'une industrialisation débridée. Ce qu'on voit chez Stofflet, c'est un évitement. Il n'y a pas la vallée la vallée de la chimie n'est pas présente chez Stofflet. C'est assez amusant. On dirait que Misra s'est placé là où Stofflet, dans le Rhône, n'a pas voulu se placer. Donc ça, en écho à l'exposé de tout à l'heure, on a une parfaite Rücken figure, à Caspar David Friedrich, sauf que c'est un bonhomme avec une valise à roulettes qui contemple ce qui reste du glacier du Rhône. Et d'emblée, il y a un certain humour dans la construction de la scène. Et Misra se complète avec 2 photographies qui montrent notamment l'emmaillotement du glacier pour le protéger d'une fonte trop hâtive. Mais ce que montre bien aussi Stofflet, c'est en fait tout l'appareillage, les gravières, les digues, tout l'appareillage en fait d'enserrement et d'exploitation intensive du fleuve, même s'il ne montre pas, je ne sais pourquoi d'ailleurs, le tronçon qui est celui de la vallée de la chimie. Il respecte une certaine géographie, mais il s'en écarte par endroits, et notamment de façon spectaculaire autour de cette question de l'industrialisation. Ce qu'il fait avec ces scénettes, vous savez qu'il utilise une technique, il s'est promené avec un camion avec nacelle, qui lui permettait d'avoir un point de vue très singulier, toujours de haut, d'avoir une plongée. Et donc d'emblée, cet artifice, finalement, aussi, je trouve, est très efficace pour montrer que ce qui l'intéresse, c'est de montrer une sorte des éléments de la fable, de la fable du paysage, mais tout en montrant l'artifice finalement du belvédère, la théâtralité, le théâtre à l'italienne qu'il provoque sur le paysage, puisqu'on est d'emblée conscient du dispositif et on est dispensé d'un faux débat entre la mise en scène et le document. 5 minutes. Et ce qui l'intéresse, c'est à chaque fois une sorte de triade entre le fleuve, les habitants et un récit. Il faut que je passe. Ce qui est étonnant finalement dans le commentaire que fait Stofflet, c'est que sur l'artificialisation du paysage du fleuve, il ne verse jamais dans une critique. Il montre le morcellement d'une unité mythique du fleuve par les logiques d'aménagement énergétique, par les logiques urbanistiques, les logiques économiques, la prévention contre les inondations. Et cependant, il préserve le fait que la durée du paysage s'installe dans l'image, signifie pour lui qu'il subsiste toujours un enchantement. Et ça, je le cite, il subsiste un enchantement. Et on retrouve exactement la même nuance. Je termine avec ce travail de John Fall, l'Arcadie revisitée, qui est un travail en fait sur la Niagara River. Et John Fall dit exactement la même chose. Il décrit cet enchantement qui persiste alors qu'il photographie. C'est un dialogue très érudit en fait avec le picturesque de Niagara Falls, avec des anciennes gravures. Il prend des prises de vue qui sont en relation assez nette avec ces gravures, et à chaque fois on a quand même des signes d'une certaine anthropisation, mais on garde ce sublime apparemment naturel de la cataracte, alors que la cataracte a fait l'objet dans les années 50, des années 30 à des années 50, en fait, d'une totale artificialisation. Le Niagara Falls a été complètement reconstruit, puisqu'on a le gouvernement canadien et le gouvernement américain se sont entendus pour récupérer, en termes de puissance hydraulique, récupérer les 3/4 du débit de la rivière. Et donc, il fallait tout de même assurer le spectaculaire de Niagara Falls, le spectaculaire des chutes, qui a été complètement réingénieré. Il y a une ingénierie qui s'est mise en œuvre
de sculpture, et on a même parlé de, j'essaye de retrouver de waterscape. Le waterscape des cascades a été complètement modelé par ce chantier binational canadien et américain de Niagara Falls. Et ça ne peut pas strictement parler être présent dans la photographie, dans le témoignage photographique, et en même temps il y a une forme de la machine organique, et la machine organique au sens de Richard White, de la Niagara River, est présente dans le travail de Fall. Je voulais juste vous mentionner une citation. La Niagara River est bien connue pour être l'une des voies navigables les plus toxiques du continent. Ses rives suintent d'infiltrations manifestes et secrètes de la plus meurtrière des persuasions. Il y a une ironie presque insurmontable au fait de saisir le mariage intensément romantique d'une forêt ombragée et de l'eau scintillante, tout en étant submergé par la puanteur insoutenable des eaux usées qui se déversent à proximité. Mais la joie d'apercevoir par hasard un saumon de 15 kilos sauter depuis le bassin de Cribbs Eddy se voit considérablement atténuée par le fait de savoir que sa chair est imprégnée de biphényl polychloré. Peut-être ces problèmes dévastateurs restent-ils en périphérie de ce travail photographique et ont de meilleures garanties d'être traités ailleurs qu'ici, mais des pensées inquiètes figureront inéluctablement dans la signification ultime de ces images. Il y a encore des endroits le long de la rivière où l'on peut oublier momentanément les problèmes actuels, oublier même le siècle passé et toute la panoplie donc des transformations. Oublier comment, avec la lenteur en fait imperceptible d'une goutte d'eau qui va traverser le rocher et qui va mettre 100 ans quand même pour arriver, toutefois ce temps géologique subsiste, cette petite goutte d'eau va mettre 100 ans pour arriver dans le cours de la rivière, et ça c'est ce que ressent, c'est ce que finit par ressentir le photographe qui fait ce travail régulier d'essayer de suivre un fleuve qui est un fleuve de l'Anthropocène, qui est une Arcadie revisitée et altérée. Et Bertrand Soflet lui-même dit il subsiste un enchantement, et quand il intitule, je termine là-dessus, quand il intitule son projet Rodanie, et il dit d'emblée à la fois la déconstruction du fantasme d'un paysage originel, et en même temps, il dit le fait qu'il y a une constante reconstruction du mythe, une constante reconstruction de l'Arcadie. Et c'est à ce point que se place le photographe pour traduire le riverscape. Voilà ce que je peux vous dire en vrac, avec mes plus plates excuses pour le désordre. Merci. Merci beaucoup pour ce très bel exposé, voilà, sur ces fleuves travailleurs où on a bien compris cet entre-deux, entre voilà, les fleuves qui vont conditionner la manière de travailler, la manière d'habiter de l'homme, et en même temps comment l'homme va intervenir, va moduler à son tour les fleuves. Donc voilà, on voit ces traces de la présence humaine finalement. Alors est-ce qu'on pourrait parler de portée écologique aussi de ces images du coup ? En tout cas, les différents photographes. Alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'histoire de la photo. Je ne connais pas grand-chose, mais en tout cas, ceux que j'ai parcourus là, disons, on peut en faire une lecture en termes d'histoire environnementale, c'est-à-dire qu'on peut, mais je dirais que c'est pas spécifique à la photographie, puisque on peut le faire dans la peinture romantique, c'est-à-dire on peut refaire aujourd'hui, à date contemporaine, avec l'écologie des bassins versants, avec tout un ensemble de données de l'écologie du paysage, des données contemporaines et des méthodes de lecture contemporaines. On peut refaire des lectures assez intéressantes, en fait, tant de la peinture romantique, mais même plus avant. Je fais tout un travail sur la Tempesta de Giorgione, c'est quand même 1503, on en peut en faire un travail d'histoire environnementale, c'est-à-dire on peut dire ce qui s'est passé à Venise à ce moment-là et pourquoi cette peinture est si mystérieuse. Et je pense que, bon, avec les photographes, il y a une autre situation qui se pose, c'est qu'on a tout de même affaire à des séries. Ils suivent
un fleuve. Alors après, ils ont un mode de lecture du fleuve avec des oublis ou avec des radicalités, des choix. Et donc là, pour le coup, quand même, il faut respecter l'intégralité de la narration qu'ils proposent, soit par le mode de l'exposition, soit par le livre, ce que fait Stofflet, ce que fait Suzanne Hetzel avec les saisons en Camargue, est très différent de ce que fait De là derrière, où il y a 0 texte dans Delta. Il n'y a pas un seul texte, et il n'y a pas une seule légende non plus, donc on ne sait pas où sont prises les photographies, et pourtant j'ai le sentiment en consultant ce travail que ça ne peut pas être ailleurs que dans cet héritage géologique du Rhône. Bon, il y a plusieurs indicateurs ensuite qui permettent de le dire, mais qui sont là pour le coup d'ordre botanique, d'ordre géologique aussi, d'ordre de la lumière aussi. Mais oui, ce qui m'intéresse, moi, c'est ceux qui n'ont pas un propos environnemental tout à fait direct, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'emblée dans un propos environnemental, ou s'il existe, il a une portée politique assez forte, comme dans le cas du duo que composent Kate Orff et Richard Misra sur le Mississippi, qui est un duo assez extraordinaire de renseignements écologiques sur ce bas Mississippi. Bien, merci. Je vais passer la parole à la salle, si vous avez des questions. Oui, donc merci pour cet exposé que je trouvais aussi très intéressant. En fait, je me pose la question par rapport au projet sur le Rhône de Stoffel, c'est ça? Oui. En fait, voilà, tu as dit qu'en principe, il poursuit un peu la course du fleuve, de le début, les origines jusqu'à la fin. Oui. Et alors, tu as aussi évoqué que, voilà, tu te poses des questions, voilà, pourquoi oui. il n'a pas montré aussi, voilà, les industries, etc. Et donc, ça pourrait être peut-être même plus intéressant, c'est qu'on ne voit pas que c'est qu'on voit. Moi, j'ai pensé, voilà, spontanément, au panorama qui a été réalisé au Congo, du fleuve du Congo. Et alors là, on a fait ce panorama. Évidemment, ça ne montrait pas tout le fleuve, mais uniquement les scènes pittoresques, les plus pittoresques. Et le but était tout simplement d'attirer des jeunes Belges, d'aller là-bas et voilà, dans les colonies. Et donc, voilà, là, évidemment, il y avait un but, un objectif colonialiste, politique, etc. Tu as parlé aussi de, voilà, ici du message écologique. Après, le Rhône, bon, il y a d'autres fleuves peut-être encore plus mythiques comme le Rhin, par exemple. Ouais. Il y a certainement, moi je ne connais pas trop, il y a certainement aussi des projets sur le fleuve du Rhin. Donc il y a différents enjeux. Donc, il y a des projets sur le Danube, hein, je sais. Oui, il y a Danube, plusieurs projets etc. photographiques sur le Danube. Oui, c'est ça. Donc il y a plusieurs questions qui se posent par rapport d'un côté à ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas, et comment finalement on fait en sorte que les images présentées font passer un certain message, ou plusieurs messages, d'ordre politique, écologique, mythologique, nationaliste, etc. Où, justement, je pourrais m'imaginer qu'il y a aujourd'hui des projets, voilà, de montrer le Rhin dans un but antinationaliste. Tu vois, donc de renverser un peu la chose. Et donc c'est là où voilà, c'est peut-être plutôt une remarque, mais voilà, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Alors, il y a deux choses. Le premier, c'est sur l'invitation que nous fait le fleuve à une notion d'identité qui passe devant nous, d'identité mobile, et voilà, qui a de tout temps inspiré. Hein. Je parle comme d'une très mauvaise dissertation de terminale, mais c'est le cas. Et notamment, en fait, dans un des ancêtres du cinéma, c'est le panorama mobile. Et il y a notamment John Banvard, je crois, qui dans les années vers 1830-1832
fait un panorama mobile du Mississippi. Et en fait, ce qui se passe, le panorama mobile, c'est très simple, c'est une peinture énorme de plusieurs dizaines de mètres qui est sur 2 rouleaux, qui est verticalisé, donc comme un écran de cinéma, que des opérateurs donc, vont déplier dans une salle, qui est dans une salle de théâtre. Il y a quelqu'un au piano, et puis il y a quelqu'un qui raconte des scènes. Et c'est le pittoresque. Donc un des plus célèbres, c'est celui de Banvar, mais il a brûlé, on n'a plus que des gravures, et la plupart ont disparu. Il reste 1 ou 2 panoramas mobiles du Mississippi qui sont conservés aux États-Unis. Mais ça, c'était à Boston ou à New York. On présentait en fait le Wild West. En fait, on présentait la frontière, on présentait cette question de la frontière américaine par le Riverscape, parce que ça permettait de présenter finalement toute une série de scènes du monde sauvage que s'employait à faire reculer la destinée manifeste, quoi, le destin des États-Unis. Et donc ce Riverscape ou bien ce travelling, il a toujours en fait c'est une grande invitation esthétique ou de pratique qui se fait. Sur le deuxième, le second plan, sur les différentes... c'était quoi d'ailleurs le second plan? C'était l'autre partie de ta question? C'était pas sur le Riverscape, c'était sur... Ah oui, sur les oublis, sur le fait que... Ouais, qu'est-ce qu'on... alors, moi, il faudrait que je lui demande à Stofflet pourquoi il n'a pas traité la vallée de la chimie. Bon, quand on regarde ces photos, ça paraît assez évident qu'il privilégie une forme de... En tout cas, une forme d'entre-deux, et qui ne voulait pas une trop grande accidentalité, on va dire, une trop grande mise en scène en fait de l'urbanisation. Quand il n'y a pas Lyon, par exemple, les villes sont très peu présentes. D'Arles, on ne voit que les lions, justement. D'ailleurs, il y a un écho avec de là derrière. Je pense qu'on voit les lions à un moment donné d'Arles. Je sais plus où ils sont. En belvédère. Voilà. Tout ce qu'on verra d'Arles, c'est ces 2 vues. Donc avec le fameux lion pour le petit pavillon qui trône ici. Là, il y a un petit écho intéressant. Oui, il y a... En fait, très paradoxalement, le Riverscape nous introduit à une temporalité non concaténée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cet idéal d'une identité sans rupture, le travail photographique, justement, nous montre que qu'on entre dans des récits, dans un voyage, qui n'est pas une concaténation en fait de vues. Donc là, il faut aller peut-être du côté de la théorie littéraire pour comprendre un petit peu comment sémiotiquement ça fonctionne, avec Erich Auerbach, par exemple, là, sur la mimésis, ou avec quelqu'un qui travaille sur la poétique de l'espace, qui s'appelle Westphal, je crois, a fait tout un travail sur la narratologie de l'espace, et notamment sur la différence entre une narration médiévale du voyage et une narration moderne. La narration moderne donc présuppose que le voyage est une continuité concaténée, articulée, tandis que le voyage médiéval ne va pas jouer cette articulation, cette continuité du transfert en fait. Le voyage n'est pas un transfert. Progressivement, on a transformé le voyage en une translation continue. Et très paradoxalement, alors que le fleuve est une continuité géographique, le travail des photographes sur le Riverscape, je trouve que c'est justement un travail du morcellement et de la non-concaténation. Mais après, je n'ai pas l'explication de ça. C'est peut-être une hypothèse un peu foireuse, j'en sais rien. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Merci pour cet exposé. Moi, j'ai pas particulièrement de questions. C'est juste que j'avais peut-être 2 suggestions ou 2 idées qui me sont venues. D'abord, sur la question de l'occultation de la vallée de la chimie. Ouais. Parallèlement à ce travail, Bertrand Stofflet et Nicolas Giraud ont commencé un travail sur la vallée de la chimie. Exactement, c'est vrai. Et donc, peut-être qu'il y a là quelque chose qui... Enfin, 2 travaux qui se répondent et qui... Oui. Peut-être qu'un travail pallie. Exactement. Et oui, j'ai complètement omis ça, mais il y a justement un entretien avec Pauline Jurado aussi là-dessus. Voilà, ouais. Donc, encore une fois, peut-être qu'à travers le travail de Pauline Jurado, on pourra comprendre des choses. Et l'autre chose qui m'est venue, c'est que en t'écoutant parler de ce travail-là et en regardant de nouveau les images, je me suis dit qu'on pourrait peut-être relire ce travail au prisme de l'exposé de Jordi, qui parlait ce matin du paysage vernaculaire et du paysage politique de Jackson. Et peut-être que ce que montrent indirectement les images de Bertrand, c'est d'une part des aménagements qui relèvent du paysage politique, les digues, les barrages, les grandes infrastructures, tout à fait. Auxquelles viennent répondre les modalités d'occupation vernaculaire avec ces personnes qui habitent selon des temporalités qui ne sont pas les mêmes. Et il me semble que c'est bien ça que vous voulez montrer notamment. C'est une vraie illustration de Michel de Certeau, le travail de Stofflet, c'est-à-dire que l'espace n'existe qu'en tant qu'il est pratiqué, en fait. Voilà, c'est ça. Et y compris dans des illégalismes, d'ailleurs, dans les scénettes qu'il montre, il y a des choses qui sont plus ou moins borderline, ou bien des détournements, comme faire du skate, justement, dans un conduit d'évacuation, dans un conduit d'exor, de vidange. Il y a tout un ensemble de choses comme ça. Mais ça, c'est la seule vue de Lyon, je crois. Ah oui, c'est vrai, oui.